aussi, je n'ai pas envie de dire votre dernière fonction, parce que je pense que vous en avez beaucoup d'autres, vous êtes chef de projet du premier des 34 plans du gouvernement qui concerne les énergies renouvelables. Pouvez-vous nous détailler l'objectif de ce plan et ce que vous faites? Le plan est très simple, toujours. Un seul objectif, d'ailleurs, que ce soit dans le PEX, dans le COSI ou dans le plan, un seul objectif, l'emploi en France dans nos entreprises. Après, tout le reste, ce sont des outils, c'est des moyens. Mais c'est ça que l'on vise. Alors, le plan, je l'ai conçu avec les collaborateurs de l'équipe de la façon suivante. La première chose, c'est qu'on s'est dit, nous, industriels, ne sommes pas légitimes pour définir la loi. La loi, l'État le définit. Le mix énergétique est envisagé aujourd'hui avec 32% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. La première action qu'on doit faire, c'est mettre en œuvre, nous, industriels, on a les solutions, mettre en œuvre les objectifs de la loi. Ça, c'est le premier axe. Et pour ce faire, d'une certaine façon, je ne voulais pas qu'on réduise à l'une ou l'autre de ces filières dites d'énergie renouvelable le plan industriel. J'estimais que toutes les filières industrielles avaient une partition à jouer ici ou là, parce qu'elles étaient plus performantes, parce qu'elles étaient en avance, et qu'elles avaient de toute façon un potentiel. Et le deuxième axe, donc accéder aux objectifs de la loi, permettre d'y parvenir. Le deuxième axe était l'export. Justement, l'export, la France représente en moyenne de 3 à 5% du marché mondial, quelle que soit l'économie, soit pour les chaussettes comme pour les énergies renouvelables, c'est 3%. Ça veut dire que l'essentiel du marché est dans le monde. On le dit souvent, mais 95% du marché, de quelle que soit l'activité, est hors de France. Ce qui fait que l'Eldorado pour nos entreprises est forcément à l'export. Donc un des axes principaux, après satisfaire la loi sur le territoire national, c'est d'aller à l'export. Donc c'est export toutes, ce qui justifie justement d'abandonner aucune des filières, parce qu'elles ont toutes, ici ou là dans le monde, des zones de prédilection et d'application. Le troisième axe, c'était l'ancrage territorial, faire en sorte que les territoires dessinent des spécificités. Certaines sont bien mieux placées que d'autres sur certaines énergies renouvelables, soit parce qu'elles ont le potentiel naturel, soit parce qu'elles ont investi et que les industries sont là, soit parce que les laboratoires sont là, soit parce que les universités sont là, soit et surtout qu'elles ont une politique avec des moyens financiers pour le faire. Donc troisième axe, ancrage territorial. Et cinquième axe, c'était un spot particulier sur le ZTI, les entreprises de taille intermédiaire, en disant qu'il fallait que l'on reconstitue une sorte de Mittelstand à la française dans ce secteur-là, en profitant de l'opportunité que va ouvrir la loi pour faire émerger ces leaders de demain, au-delà des leaders traditionnels. Donc il y a un axe spécifique dédié visant cette taille d'entreprise. Bon, les entreprises qui font entre 100 à 5000, sachant que les ETI c'est plutôt 250, mais bon, il faut aller peut-être puiser un peu plus bas. Il n'y en a pas tant que ça, c'est un peu notre faiblesse, tout le monde le sait. Et dans ce secteur comme dans d'autres, il faut avoir, je dirais, un effet d'aubaine, profiter de l'occasion que la loi va nous donner pour essayer de structurer ces entreprises, les territoires et gagner de parts de marché à l'export. D'accord. Alors, ce matin, nous avons abordé le sujet de l'usine du futur et de son lien potentiel avec le sujet de la transition énergétique. Je parle du lien potentiel parce que ce sujet n'a pas été développé ce matin. Vous avez une vision sur cette question-là, vous avez un avis oui, peut-être, mais non, pas vraiment tranché. Mais je ne suis pas un spécialiste des technologies, de l'impression 3D ou de la robotisation ou de la numérisation. Mais la façon dont, dans le projet plan industriel énergie renouvelable, il y a 40 projets sur lesquels je ne peux pas parler parce qu'il s'agit de projets dans le monde de la compétition internationale, voire interne. Donc il y en a 40, je ne dis pas lesquels. Et 2 d'entre eux concernent des prises de parts de marché à l'export, l'axe export. Et la façon dont certains clients, alors un en Algérie et l'autre au Kazakhstan, en Amérique du Sud, demandaient que l'usine du futur soit pas l'usine robotisée, ni l'usine numérisée, mais l'usine pas chère qui emploie beaucoup de gens. C'est ça qui est demandé. Donc c'était priorité dans un certain nombre de pays, vous me faites une usine, mais pas chère la production et beaucoup d'emplois. Donc ça donne une autre vision des choses. Par exemple, quand c'est pas cher, ça veut dire surtout d'avoir de l'argent pas cher. Enfin, donc la compétition pour vendre à l'export, c'est pas tellement la technologie. D'ailleurs, dans les énergies renouvelables, c'est ce que nous disent les industriels. Avant l'efficacité de la cellule, sa performance individuelle ou de son panneau, ce qui est plus important, c'est le coût de l'argent. À combien on va prêter à un pays donné? Est-ce qu'on va être compétitif, par exemple, avec les prêts allemands qui, eux, sont adossés à KfW, qui ont
1% de moins en moyenne que les nôtres. Les systèmes de garantie. Donc les usines du futur, pour nous, ça serait une usine avec un montage financier attractif pour les pays qui nous les achèteraient à l'export et qui créerait beaucoup d'emplois dans les pays qui veulent garder leur autonomie de fabrication et aussi de l'emploi chez eux. Alors, une question qui est souvent posée, c'est la question de la relation entre les énergies renouvelables, la transition énergétique et le volume d'emploi que ce secteur peut représenter, va représenter à terme. Parce que parfois on entend parler d'une sorte d'Eldorado, moi j'utilise ce terme-là. Quelle est votre perception, votre vision des choses? Et avez-vous identifié, vous aussi, dans les travaux que vous menez, des typologies d'emploi, des volumes, etc., qui se dessinent? Alors c'est très contradictoire, et je ne m'aventurerai pas sur des chiffres qu'on voit sortir ici ou là. Alors c'est très contradictoire parce que si vous prenez, alors il y a deux façons de voir les choses. Soit vous regardez les énergies renouvelables, dans lesquelles on dessine un potentiel de croissance important. Alors vous prenez chacune des filières et puis vous prolongez la situation de chacune des filières, le photovoltaïque, la géothermie, il y en a une dizaine comme ça. Et puis vous dites, bon ben aujourd'hui j'ai 100 emplois dans cette filière, si je fais une croissance de temps, linéairement, ça me fait des emplois additionnels. Par exemple, dans les énergies marines renouvelables, on dit si le programme qu'on a dans les magasins se met en place, on a 10 000 emplois supplémentaires. Puis en même temps, comme dans le COSI, je vous ai dit, on avait aussi l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, ça commence par le négawatt, le négacalorie. C'est-à-dire, on commence par détruire de la consommation. Et dans notre système économique, détruire de la consommation, c'est détruire de l'emploi mécaniquement. Mécaniquement. Et donc, on est pris un peu dans ce qu'avaient vécu d'ailleurs d'autres marchés, comme le marché de l'eau, par exemple, que je connais mieux que celui de l'énergie d'ailleurs, des choses absolument contradictoires. Par exemple, les vendeurs d'eau, en régie ou privé, les vendeurs d'eau, ils sont payés au volume. Et tout le monde fait en sorte qu'il y ait moins de volume d'eau consommée, que ce soit le consommateur, le distributeur, il fait moins de pertes de fuite dans les réseaux. Maintenant, on va numériser, donc ça veut dire encore moins de gaspillage. Donc, la consommation d'eau de 150 litres va encore diminuer. Si on est payé au volume, ça veut dire que l'équilibre économique des structures qui gèrent ça vont dégringoler, voire vont disparaître. Parce que personne n'est prêt à payer le mètre cube plus cher qu'hier. Et donc, il faudra trouver un autre modèle économique, notamment autour du service, de la qualité des fournitures. Donc, aujourd'hui, l'efficacité énergétique, qui consiste à consommer moins dans le transport, dans l'industrie, chez le particulier, bon bref, chez tous les consommateurs, c'est moins. Et donc, ça peut être moins d'emplois. Est-ce qu'on trouvera des emplois nouveaux, plus importants? Alors, nouveaux, sûrement, qui se substitueront en partie, peut-être pas totalement. Et pour avoir des emplois additionnels, il faudra que ce soit meilleur que les autres. Ça a été dit ce matin par M. Labria, j'ai oublié son nom, de BIM. C'est ça, voilà. Et si on est meilleur parce qu'on s'y prend plus tôt, alors on aura une part export accrue, un peu comme font les Allemands. Et donc si on a des emplois additionnels, c'est pas sur notre marché parce qu'on sera performant. Et ce sera surtout parce qu'on aura pris des parts de marché sur les autres. Mais non, votre éclairage est effectivement extrêmement intéressant. Ça nous permet de compléter nos analyses sur ce sujet. Merci en tous les cas, M. Andrini, de votre approche. Madame Nicole Mermilio, bonjour. Si on peut avoir... Bonjour. Le PowerPoint, merci. Donc vous êtes directrice du... Et je vais vous passer la zapette, effectivement. Donc directrice du programme Nouvelles Technologies de l'énergie du CEA. Vous travaillez évidemment sur toutes les thématiques en lien avec la transition énergétique. Pouvez-vous nous présenter vos axes de recherche et vos analyses sur ces questions? Oui, tout à fait. Donc, c'est un peu, effectivement, ce que j'ai prévu, un peu un panorama des technologies, enfin, de l'évolution. Je ne vois pas mes slides, il faut que je les lance quand même, c'est ça? Oui. D'accord. Donc, je vous propose donc de regarder un petit peu ce qui va changer, peut-être, dans ces secteurs d'activité. Et je dis bien peut-être parce que je n'ai pas de boule de cristal, donc ce n'est pas toujours facile de prévoir qu'est-ce qui va se passer à 20, 30 ans, etc. Donc, je propose de regarder ça à travers 4 grands domaines industriels qui vont tous être affectés par finalement cette transition énergétique. Le domaine de la production et de la distribution d'énergie, le domaine du bâtiment, celui des transports et celui donc de l'industrie en général. Et en les regardant à chaque fois, bon, c'est un petit peu longuet, mais je vais essayer de faire rapidement sous 4 angles. L'angle des technologies, et je mets le petit cycle du CEA parce qu'on est quand même impliqué en tant que organisme de recherche dans la plupart des technologies que je vais évoquer.
Sous l'angle des marchés, sous l'angle des organisations et des modèles économiques, on a déjà évoqué ce matin les évolutions des modèles économiques qui risquent d'être assez drastiques là aussi dans ce secteur de l'énergie. Et puis rapidement des emplois, éventuellement des emplois nouveaux. Donc en termes de production d'énergie, donc très rapidement, on va s'adresser évidemment les nouvelles technologies de l'énergie. Monsieur Andréani a parlé effectivement des renouvelables dont on imagine bien qu'effectivement ils auront un poids croissant. En tout cas, ça fait partie des items de la loi sur la transition énergétique, que ce soit le solaire, l'éolien, le solaire thermique également, voire la cogénération bois. Les réseaux d'énergie qui doivent également évoluer, qui doivent devenir plus intelligentes pour répondre justement à l'intermittence des sources de type solaire et éolien. Les réseaux de chaleur et de froid qui vont certainement également se développer également à la faveur de cette transition et puis de cette loi sur la transition énergétique et puis du rôle accru des collectivités. La production d'hydrogène qui risque d'être poussée en tout cas par un certain nombre d'acteurs. Donc on ne sait pas encore à quel horizon, mais il est probable que la filière hydrogène sera amenée à se développer. Et puis le dernier point, ce qui est celui du couplage entre les vecteurs énergétiques. On ne verra peut-être pas ça avant 20 ou 30 ans, mais ça fait partie des possibilités, en tout cas pour là aussi favoriser l'introduction des énergies renouvelables dans les réseaux. Alors quels sont les marchés qui vont se développer, qui existent déjà ou qui vont se développer en face? Ceux des composants, en espérant qu'ils ne viendront pas tous de Chine. Et c'est un des points que vous évoquiez également tout à l'heure. Tout ce qui va être marché de l'installation, de la maintenance, parce que ces énergies renouvelables sont essentiellement délocalisées, donc il faut des gens locaux. Le marché des services, y compris la maintenance prédictive, les aspects garantis de performance, les aspects d'audit, donc beaucoup d'intelligence là aussi qui vont s'incorporer dans ces métiers. Et puis autour des réseaux d'énergie, là aussi, on va retrouver beaucoup d'intelligence à développer. Et quand je dis intelligence, c'est tous les métiers du numérique et de l'information et de la communication qui vont avec. Donc autour des réseaux d'énergie, on va retrouver également justement la partie hydrogène. Évolution des organisations, je dirais que j'ai souligné en rouge ce qui me semblait le plus important. On ne va pas rentrer dans le détail de mes slides que vous pourrez avoir ultérieurement de toute façon. Mais ce qui me paraissait le plus important, c'est en termes d'évolution des organisations, c'est et ça fait partie là, également des items de la loi sur la transition énergétique, c'est la maîtrise croissante de leur énergie par les collectivités qui souhaitent vraiment s'impliquer aussi dans le développement des énergies renouvelables, et ce, en impliquant également les citoyens, donc avec la création de sociétés d'économie mixte ou autres formes de sociétés qui vont amener des citoyens, et pas seulement les collectivités ou des fonds divers, à s'impliquer justement dans des développements locaux d'énergie renouvelable. Les comportements des consommateurs et des petits producteurs qui évoluent aussi, et puis peut-être demain, ça commence à exister aux États-Unis, donc des demandes d'échange d'énergie entre particuliers, et donc influence potentielle des réseaux sociaux à ne pas oublier. Les évolutions d'emploi, on revient également sur les aspects ENR, réseau, sur l'installation, la maintenance, la collecte de bois aussi, et puis et bien d'autres. Au niveau des services, bien sûr, il y a également beaucoup de nouveaux services qui vont être introduits. Donc, on va avoir besoin, comme ça a été déjà évoqué ce matin, davantage de numériciens, en tout cas d'apport des technologies de l'information et de la communication au sein de l'ensemble des composants et des filières. Le développement de la filière hydrogène devrait également amener pas mal d'emplois nouveaux. Et puis tout ce qui va être les composants électrotechniques et les métiers de la qualité, de la sécurité et de la cybersécurité, puisqu'il y aura de plus en plus d'éléments intelligents via l'Internet des objets, et donc qui sont des sources faciles, en tout cas des points d'entrée faciles pour des hackers, et dans le domaine de l'énergie, ça peut être particulièrement redoutable. Donc une de mes conclusions, c'est vers davantage d'emplois locaux à travers ces énergies qui seront très locales. Donc on va continuer avec l'énergie et les transports. Donc côté nouvelles technologies de l'énergie, on va trouver les biocarburants, mais ma voisine de droite va en parler bien davantage, les batteries et tout ce qui est de nouvelles justement de motorisation électrique hybride. Les interactions entre les infrastructures et les véhicules qui peuvent aussi amener pas mal d'évolutions en termes d'efficacité énergétique et en tout cas de réduction de consommation. Et puis les véhicules autonomes,
qui vont vraiment avoir un impact fort dans les quelques 5 à 10 ans à venir dans le domaine des transports. Au niveau des marchés, les marchés qui vont se développer, bien sûr, c'est ceux des véhicules électriques et hybrides, ceux du biocarburant, ceux des véhicules hydrogène. Si on me supprime mes slides, ça va être gênant. Voilà, merci. Les aspects de recharge, et puis là aussi plein de nouveaux services dont on peut attendre pas mal d'impact au niveau efficacité énergétique. Évolution des organisations, là aussi beaucoup d'évolution au niveau des services de mobilité, au niveau de la filière hydrogène. La recharge des véhicules électriques, on peut aussi s'attendre à des nouveaux modèles économiques, dans la mesure, par exemple, où Tesla propose des recharges gratuites quand on s'arrête dans tel ou tel supermarché ou au restaurant. Puis ça pourrait être demain sur son lieu de travail. Donc là aussi, nouveaux modèles à introduire. Et puis, bien entendu, des nouveaux services et des nouveaux modèles économiques qui vont arriver avec les véhicules autonomes. Là, il y a une voiture, mais il y a des camions qui doivent être essayés à partir de cette année aux Pays-Bas, je crois. Donc, ça va aller très, très vite. Ça peut aller très, très vite. Donc, du point de vue évolution des emplois, on voit que là aussi, ici aussi, l'intelligence va être croissante dans tous ces métiers-là. On va avoir évolution autour des composants de la filière hydrogène. Donc, là aussi, on peut espérer qu'en France, on ne soit pas trop mal positionné pour les fabriquer nous-mêmes, les biocarburants, encore une fois. Mais je voulais signaler quand même ce risque de perte d'emploi lié aux véhicules autonomes, que ce soit les conducteurs de taxis, de camions ou autres. Enfin, il y a vraiment des choses auxquelles il faut faire attention, même si ce n'est pas directement lié à la transition énergétique, c'est plutôt la transition numérique ici. Voilà, du côté des bâtiments, nouvelle technologie de l'énergie, là, ça va être les bâtiments basse consommation. Ce n'est pas complètement nouveau, mais il y a encore beaucoup à y faire. Tout ce qui va être rénovation et en particulier tout ce qui va être préfabrication. Là, je donnais comme image en dessous un atelier de préfabrication où on voit encore beaucoup de gens s'agiter. Demain, ce sera des robots. Et après-demain, sur ma slide d'après, et ça a été évoqué ce matin aussi, ce sera l'impression 3D, la fabrication additive. Et j'ai sur la slide suivante un exemple d'un immeuble en fait, qui a été fabriqué en Chine en quelques jours justement par fabrication additive. Donc ça laisse vraiment penser qu'il va y avoir des gros progrès, des gros chamboulements également dans ce domaine. Les aspects production locale d'électricité et de chaleur avec tout ce qui est intégration justement dans les bâtiments de ces nouvelles énergies. Du point de vue des marchés, marché de la rénovation bien sûr, marché d'un certain nombre de composants comme les pompes à chaleur, tout ce qui va être stockage de chaud, de froid également sera important. Je passe cette slide-là qui est un peu trop longue. Et j'ai été quand même un petit peu trop vite là. Il y en avait une entre les deux, qui était justement ce bâtiment rouge que vous voyez, qui est celui qui a été fait en impression 3D en Chine. Et du côté évolution des organisations, je reviens sur cet aspect de préfabrication avec réduction des tâches dures, en particulier sur les chantiers. Et puis tout ce qui va être proximité de la collectivité, c'est-à-dire organisation sous forme de quartiers qui vont également peut-être s'organiser pour être relativement autonomes en énergie, etc. Donc pas mal de choses qui vont évoluer. Du point de vue évolution des emplois, c'est vrai qu'on va certainement retrouver pas mal de monde en gestion technique des bâtiments et puis en rénovation évidemment de façon un peu générique. Énergie et industrie, donc là je cite deux, trois exemples où les nouvelles technologies peuvent amener des changements également. Il y a tout ce qui va être technologie de récupération des énergies fatales, les composants à haute performance pour l'industrie avec des échangeurs de chaleur, des réacteurs beaucoup plus efficaces. Il y a bien sûr tout ce que l'usine du futur va pouvoir apporter en termes d'efficacité énergétique. Et puis l'optimisation des parcs industriels où entre différentes entreprises, on va pouvoir échanger soit de l'énergie, soit de la matière. Donc les marchés qui vont s'ouvrir ou qui existent déjà ou qui vont s'amplifier, c'est ceux de la chaleur photale, bien sûr ceux des composants à haute performance, là aussi en espérant qu'ils ne quitteront pas la France, même si majoritairement ils peuvent être, comme vous le soulignez tout à l'heure, pour l'export. Et puis tout ce qui va être services énergétiques, audit, conseils, qui vont être d'importance majeure également. Du point de vue évolution des organisations, là aussi on va aller vers des zones industrielles optimisées et ça c'est aussi un domaine d'expertise qui peut se vendre très bien à l'export. Et puis il y aura aussi dans certaines industries la possibilité pour elles de contribuer à l'effacement, voire éventuellement aux réserves d'électricité dans certains cas. Ça peut aussi changer pas mal la donne pour ce qui est de leur santé financière.
Du point de vue évolution des emplois, là aussi, production de composants et services énergétiques, on revient toujours un petit peu sur les mêmes. Donc, quelques éléments donc, pour cette vision, je dirais moyen-long terme, hein, pour résumer ce que j'ai dit précédemment. Nouvelles technologies, hydrogène, production décentralisée, stockage d'électricité, chaud-froid, je ne l'ai pas beaucoup évoqué tout du long, mais enfin, je le rappelle ici. Et puis, tout ce qui va être évolution des réseaux d'énergie et de leur couplage entre eux. Les nouveaux marchés, donc majoritairement des nouveaux services, donc avec toute l'intelligence que ça va amener à développer, et puis de la gestion locale d'énergie. Les nouvelles organisations, donc on va avoir des nouveaux acteurs qui vont rentrer, les collectivités, on l'a cité, le citoyen, mais également, même si je ne l'ai pas cité, mais quand je parle d'intelligence, on se tourne forcément vers le web et les technologies de l'information et de la communication, donc eux aussi vont rentrer. Hein, les Google, Apple et autres ne demandent que ça, ils sont vraiment prêts à sauter sur le marché. L'impact des nouveaux services et puis les réseaux sociaux qu'on a évoqués. Et donc, dans les emplois de demain, des emplois souvent beaucoup plus locaux, mais aussi des emplois beaucoup plus technologiques, TIC, technologie de l'information et de la communication, numérique. Il y aura des créations et des destructions d'emplois, mais ça a été très bien présenté ce matin aussi, et voilà, il faut s'attendre à ça. Donc, quelques mots pour conclure sur le CEA, son positionnement. Donc le CEA, qui est bien sûr commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, hein, comme vous le savez tous, hein, c'est 15 000 personnes et dont environ 1500 sur les nouvelles énergies, qui sont majoritairement au sein de la partie, qui sont majoritairement au sein du LITEN. Mais mon travail étant la coordination, je fais travailler effectivement l'ensemble des acteurs. Aussi bien de la direction des applications militaires que de la direction des études nucléaires, etc., sur ces nouveaux sujets. Notre offre de recherche et de technologie est celle-ci, je ne vais pas m'apesantir, hein, entre le solaire photovoltaïque, le solaire thermique, les batteries, les piles à combustible, tout ce qui va être intelligence des réseaux, efficacité énergétique, technologie justement de l'information et de la communication appliquée à tout ça. Donc on retrouve une offre assez générique et qui est celle finalement dont on a parlé dans les slides précédentes, plus de l'analyse technico-économique de façon systématique. Donc j'ai la chance d'arriver à faire travailler de l'amont jusqu'à la recherche technologique tous mes collègues, et ceux du composant jusqu'au système, ce qui est passionnant, assez rare comme... C'est une grande chance en fait que nous ayons, je dirais ça, non seulement au CEA, mais pour la France, de pouvoir coupler l'ensemble de ces compétences pour développer tous ces composants et ces systèmes de la transition énergétique qui est en cours. Notre positionnement en temps majoritaire, en tout cas, c'est d'aller vraiment de la recherche fondamentale jusqu'au prototypage avec le développement de brevets, et ce, de façon tout à fait ouverte et en partenariat avec un certain nombre de partenaires, un grand nombre en fait de partenaires industriels. Voilà, j'ai terminé. Merci Madame Hermilio. Et effectivement, je nous invite tous à vérifier dans quelques années quels sont les axes de recherche qui déboucheront sur des réalités opérationnelles. Mais en tous les cas, ces sujets sont passionnants. Christelle Guizouane, bonjour. Je vais reprendre la zapette par contre. Donc vous êtes directrice du développement durable au sein du groupe Avril et vous êtes présidente d'Esteri France. Donc première question très simple, pouvez-vous nous présenter le groupe Avril et en quoi vous êtes mobilisé sur la question de la transition énergétique? Okay. Donc, bonjour à tous. Alors le groupe Avril, a priori, ne vous dit rien du tout. A priori, c'est normal, et en plus, on a changé de nom il y a à peu près 3 mois, donc ceux qui connaissent le groupe Avril sont une minorité dans cette pièce. Alors, le groupe Avril, c'est l'acteur industriel et financier des filières des huiles et protéines françaises. Là, a priori, vous n'êtes pas beaucoup plus avancé par rapport à la réponse, mais le groupe Avril a 2 activités principales au niveau industriel. Un pôle végétal, que l'on peut voir sur la slide suivante pour que vous compreniez mieux, même si c'est un peu petit. Le groupe Avril intervient en fait à partir de la transformation des graines de colza et de tournesol jusqu'au produit fini. Dans une graine de colza, il y a, quand on triturer, c'est écraser la graine, on a de l'huile végétale. Et à partir de cette huile végétale, le groupe Avril produit évidemment l'huile alimentaire, donc nous sommes propriétaires de Le Sieur, mais également de l'oléochimie, des produits de l'oléochimie dont nous allons parler, et nous sommes le premier producteur mondial de biodiesel. Donc ça, c'est à partir de l'huile végétale. L'autre partie de la graine,
Ça s'appelle le tourteau. Quand on extrait l'huile d'une graine, on obtient des protéines. Et ces protéines, en fait, nous ont permis d'avoir un débouché pour la nutrition animale. Donc nous avons un pôle animal dans la nutrition des élevages, dans les œufs. Donc effectivement, le groupe Avril, c'est aussi Matine. Donc le groupe Avril, en fait, est beaucoup plus connu par ses marques que par son groupe en lui-même. Comme vous l'aurez compris, c'est donc un groupe français qui a été construit il y a 30 ans à l'initiative du monde agricole, qui a un chiffre d'affaires de 7 milliards d'euros et avec 7000 personnes, dont les 2 tiers en France. Donc, nous avons vu tout à l'heure dans votre présentation, vous êtes aussi présidente d'Estérifrance. Donc, presque la même question, j'ai envie de dire, pouvez-vous nous présenter Estérifrance et nous expliquer en quoi aussi la filière du DSR aujourd'hui est porteuse de développement, de chiffre d'affaires, d'enjeux industriels forts? Alors, Estérifrance, c'est un syndicat professionnel des producteurs français de biodiesel. Donc, il regroupe évidemment Avril en tant qu'industriel, mais également les filiales productrices de biocarburants d'Intermarché, de Veolia, de Centre-Ouest Céréales, de Daudruy et d'Ineos. Donc, c'est l'ensemble des producteurs de biodiesel français, parce que dans les biocarburants, il y a le biodiesel qui est utilisé dans le gazole et le bioéthanol dans l'essence, pour faire simple. Le biodiesel, aujourd'hui, quand vous avez un véhicule diesel, quel que soit votre distributeur préféré, que ce soit Leclerc, Intermarché, Total ou autre, vous avez 7 à 8% de biodiesel qui est produit par les membres d'Estérifrance. Et dans certaines villes, vous avez des flottes captives, des flottes de bus, par exemple, en région parisienne, à Lyon, je ne sais pas, Arvey et Malmaison, qui roulent au B30, donc à 30% de biodiesel dans le gazole. Alors, le biodiesel a plusieurs avantages. C'est une énergie renouvelable, qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre par rapport au gazole d'à peu près 60%, qui permet de réduire les polluants locaux, en particulier les particules sur les véhicules anciens. Et le biodiesel, en termes d'emploi, c'est 20 000 emplois. Alors, direct, indirect et induit, il y en a 12 500 directs. Alors après, il y a toutes les questions de méthodologie. On ne va pas rentrer là-dedans, à mon avis. Ça représente aussi 1,5 milliard d'économies d'importation chaque année. Alors, le 1,5 milliard, sa provenance est assez simple. 1 milliard, c'est le gazole que l'on n'importe pas de Russie parce que l'on produit du biodiesel qui se substitue au gazole sur le territoire français. Et les 500 millions qui restent, c'est les protéines dont je vous parlais, le tourteau de colza qui est produit sur le territoire français. Il se substitue au tourteau de soja que nous importons d'Argentine en particulier, parce que l'Europe et la France sont très déficitaires en protéines pour la nutrition animale. On peut enchaîner ou rester sur la question du biodiesel. Vous m'avez parlé du projet Biotifuel. Biotifuel, c'est encore autre chose. Biotifuel, alors le biodiesel dont je vous ai parlé avec les emplois, c'est la première génération. La première génération est très bien la première génération, mais c'est l'historique, celle qui a été développée dans les années 90, qui permet de se substituer au gazole, qui a des propriétés très proches de celles du gazole, et qui utilise l'huile végétale, en particulier de colza, pour être transformée en biodiesel. La marque, c'est Diester chez nous. La deuxième génération, c'est une génération qui fait appel à d'autres ressources de type lignocellulosique, donc paille, résidus forestiers, et à d'autres technologies beaucoup plus lourdes. Et dans le cadre de la deuxième génération, donc le groupe Avril est impliqué dans un consortium qui regroupe ma voisine de gauche, non, le CEA, et l'IFP Énergie Nouvelle également, Axens, ThyssenKrupp et Total. La deuxième génération, en fait, aujourd'hui, elle est au stade de la recherche, du développement. Là, nous sommes en train de construire un pilote qui se décompose en 2 parties. Une première partie sur l'un de nos sites à Compiègne, qui est de la torréfaction de biomasse solide. Une fois cette biomasse solide torréfiée, elle va être gazéifiée et reliquéfiée par synthèse Fischer-Tropsch chez Total, en fait, à Coudekerque. La deuxième génération, donc on entend beaucoup parler parce que deuxième, c'est mieux que premier. Enfin, dans l'esprit, il y a la troisième, la quatrième, la cinquième. La deuxième génération, elle a toute sa place. Elle demande des investissements beaucoup plus lourds que la première génération. Il faut voir que l'ordre de grandeur pour un pilote, c'est un ordre de grandeur, c'est à peu près 150 millions d'euros. Et une unité industrielle, c'est 1 milliard d'euros. Une unité. Sachant qu'une unité de première génération, c'est 30 millions à peu près. Donc la deuxième génération, on investit dedans parce qu'on pense qu'il est nécessaire, de connaître les technologies, de les développer, mais également de faire toutes les analyses économiques et environnementales sur la deuxième génération, parce qu'on en parle, mais il faut aussi le faire et le tester pour voir
Bon, finalement, est-ce que le bilan est positif? Va-t-on vers l'industrialisation? Donc ça, c'est la deuxième génération qui ne va pas se substituer à la première, parce que dans la transition énergétique, certes, il y a la réduction de la consommation d'énergie, donc nos biocarburants se substituent à du gazole, donc on va réduire avec l'efficacité énergétique la partie gazole, augmenter la part d'énergie renouvelable, mais on n'a pas trouvé une solution miracle. Donc il y aura la première génération, la deuxième génération, de l'hydrogène certainement, bon, sur d'autres technologies, de l'électrique. Donc la transition énergétique, c'est aussi par étapes par rapport à une situation actuelle. Ces biocarburants-là, ils se substituent à un carburant liquide. Tout à fait, tout à fait. Et je crois avoir compris aussi que vous aviez fortement travaillé sur l'un des axes de la transition énergétique, c'est-à-dire que vous avez réduit de manière significative la consommation d'énergie de vos cycles de production par rapport à ces biocarburants de deuxième génération. De première, parce qu'en fait la deuxième on n'a pas encore faite. Donc effectivement, on a une démarche qui est emblématique en fait au niveau du groupe, au-delà même de la production de biodiesel, mais on a amélioré les bilans, qui s'appelle la démarche de progrès, sur laquelle en fait j'ai une slide. La démarche de progrès du colza. L'idée, c'est d'agir à deux niveaux principaux. Au niveau de l'amont agricole, alors on a une chance au niveau du groupe Avril, c'est qu'on est quand même au cœur des filières agricoles, et la majorité du poids en termes de gaz à effet de serre sur le biocarburant, sur le biodiesel, c'est la partie agricole. Donc qu'est-ce qu'on fait? On a rassemblé les agriculteurs, les organismes stockeurs de graines, les instituts techniques. Chaque année, il y a une enquête par l'institut technique pour faire le bilan gaz à effet de serre, la mise en place de plans d'action qui sont obligatoires pour les agriculteurs partenaires, et la mesure du progrès, le tout étant de dire la première génération, elle doit aussi s'améliorer. Elle ne doit pas être figée dans la transition, elle doit s'améliorer, et ça peut très bien se faire au niveau agricole. C'est, en grosso modo, il faut réussir à augmenter les rendements tout en diminuant les quantités d'intrants, d'azote, de fertilisants qui sont utilisés. Et ça, c'est par plus d'innovation et de technologie qu'on y arrive. Certains agriculteurs sont ultra performants, d'autres doivent progresser. Donc ça, c'est au niveau du champ. Une fois qu'on est sorti du champ, on a nos unités de transformation. Alors on a un industriel, donc il est évident qu'on doit progresser en termes d'efficacité, ce sont les investissements, mais c'est également la formation du personnel. Parce que, grosso modo, vous pouvez avoir une superbe usine merveilleuse. Si vous n'avez pas des personnels formés pour justement à ces questions, pour bien l'utiliser, il y a quand même des gains, et ce sont les gains les plus difficiles à obtenir, en général les derniers pourcents. Donc il y a toute la question de l'efficacité énergétique, et nous, au cœur des filières agricoles, ce que l'on utilise aussi, c'est l'énergie de biomasse sur nos sites. C'est la substitution du gaz naturel de nos unités par de la biomasse, là où ça a du sens. Je dis là où ça a du sens, parce que ça n'aurait pas de sens de faire venir des cargos entiers de plaquettes forestières pour utiliser dans nos chaudières biomasse, pour dire, regardez, on utilise de la biomasse. Non, globalement, on regarde par rapport à nos approvisionnements. Par exemple, sur le site de Bordeaux, on utilise du tournesol pour produire à la fois de l'huile de sueur, on a l'usine de trituration et de conditionnement de l'huile de sueur à Bordeaux, du biodiesel également. Et quand on utilise une graine, en fait, une graine de tournesol, elle a une coque, et on peut la décortiquer pour la transformer de façon plus efficace derrière. Et en fait, ce que l'on a fait, c'est qu'on a développé une chaudière biomasse qui utilise ces coques de tournesol, et le site aujourd'hui, qui est un gros site de production, est totalement autonome en vapeur, grâce à cette utilisation de biomasse au niveau local. Donc c'est la réflexion sur le système, à la fois on réduit les consommations, mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi sur l'utilisation de biomasse? À Grand Couronne, ce sont des plaquettes forestières qui sont alimentées dans un rayon de 100 km. Donc la solution n'est pas la même. Au Maroc où on est, ce sont des grignons d'olive. On produit l'huile d'olive. Ce qu'on a sur place, ce sont des grignons d'olive, ce n'est pas du tournesol. Donc voilà, à chaque fois on réfléchit, puis on le fait. Intéressant. Je voudrais revenir tout à l'heure, vous avez évoqué le sujet de l'oléochimie. On parle beaucoup de chimie verte, de chimie durable, et vous m'avez, lors de nos échanges, cité l'exemple de la glycérine. La glycérine, j'ai trouvé cet exemple extrêmement intéressant parce qu'il démontre à quel point cette filière est porteuse de développement, de chiffre d'affaires supplémentaires sur un produit, la glycérine, qui était considéré hier comme un déchet pratiquement. Alors tout à fait, la glycérine, alors d'où vient la glycérine végétale? Parce qu'il y a la glycérine aussi qui n'est pas d'origine végétale. Quand on produit du biodiesel, en fait pour produire du biodiesel c'est assez simple, on prend une huile de colza, on rajoute un petit peu de méthanol, 10%, un peu de catalyseur, et on obtient 90% de biodiesel et 10% de glycérine. Donc à la base c'est un produit fatal, la glycérine végétale. Et c'est vrai que quand au début des années 90, on a commencé à produire du biodiesel, on était précurseurs sur la production de biodiesel, les gens nous ont dit mais attendez, vous allez en faire quoi de la glycérine? Alors pendant plusieurs années, en nutrition animale ça fonctionne très bien, ça a plein de propriétés.
Et puis, on a construit quand même pas mal d'unités. On est allé jusqu'à plus de 200 000 tonnes sur le territoire français de glycérine végétale. Eh bien, globalement, entre-temps, il y a eu quand même de l'innovation, des partenariats avec différents industriels. Aujourd'hui, si vous prenez votre shampoing ou votre dentifrice Colgate, alors j'ai rien à voir avec Colgate, hein, il y a marqué enrichi en glycérine végétale. C'est fantastique. Il y a beaucoup de produits, en fait. C'est une molécule très intéressante, la glycérine. Donc ça, c'est assez anecdotique, mais globalement, elle permet aussi, par le biais de partenariats de recherche, de développer des molécules qui se substituent de façon très importante à des molécules fossiles. On peut produire de l'épichlorhydrine, par exemple, avec de la glycérine. Donc il y a eu énormément de développement. Et ce qui était considéré comme un résidu, y compris dans la directive énergie renouvelable, c'est marqué que c'est un résidu. Bon. Aujourd'hui, ça a, une valeur, ça a marché, et puis ça a énormément de débouchés. Donc quand nous, dans nos coûts, dans nos prix, il est très clair qu'on n'est pas sur un déchet dont on doit se débarrasser, on est sur une matière première à forte valeur ajoutée que l'on transforme et que l'on vend. Tout à fait. C'était ce qui était très intéressant dans cette présentation du sujet de la glycérine. Dernière question, sur la question des emplois, des compétences. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un processus de fabrication qui met en œuvre ce que l'on qualifie de chimie verte, nécessite des compétences particulières? Est-ce que ça génère des emplois nouveaux ou est-ce que ce sont simplement des personnes qui hier pilotaient des processus plus traditionnels qui ont été positionnées sur ces sujets aujourd'hui? Alors, grosso modo, sur tout ce qui est chimie verte, on n'a pas un profil en disant on doit faire telle formation, telle école pour venir. Ce que je dirais par rapport à ce que j'observe dans l'entreprise et dans notre développement, c'est qu'il faut au contraire sortir des sentiers battus. Ce qui a été dit ce matin, qu'il faut oser, sur les formations aussi, parce que c'est pas parce qu'on est chimiste qu'on va aller travailler dans l'oléochimie. C'est faux. On a des chimistes, hein, mais dans beaucoup de cas, c'est plutôt des formations qu'on n'attendrait pas au niveau de la chimie verte. Alors on va... sur la chimie, par exemple, on pourrait avoir des gens qui ont des compétences en technicien du domaine pétrolier, parce que ça apporte un regard un peu différent par rapport à nous qui sommes très on est quasiment tous agronomes chez Avril. Et là, on se rend compte que par rapport à ces nouveaux développements, il faut avoir des gens qui apportent une compétence dans un secteur qui n'est pas forcément le secteur fléché à la base. Et c'est là où ça devient intéressant, donc des compétences croisées. Donc sur l'oléochimie et sur tout ce qui est valorisation des coproduits, je pense qu'il y a un vrai besoin et ce sont des domaines qui sont passionnants, qui touchent à énormément de sujets. Merci, Madame Guizouarne. Monsieur Bruno Alléné, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du pôle de compétitivité Accéléra et vous êtes aussi je reprends votre fonction, directeur délégué au pôle de compétitivité, je vais y arriver, au sein de GDF Suez. Première question assez simple, pouvez-vous nous expliquer l'objectif d'Accéléra, ce que vous faites, vos missions, vos fonctions et les axes sur lesquels vous travaillez? Alors, Accéléra, c'est un pôle de compétitivité, comme on vient de le dire, et c'est un pôle qui a été créé en 2005 et qui a une vocation de fédérer les filières de la chimie et de l'environnement pour créer de la valeur, non seulement dans le monde de la chimie et dans le monde de l'environnement, mais à l'interface entre ces deux filières. Donc très important, 5 grands membres fondateurs, 3 industriels, Arkema et Solvay. Alors à l'époque c'était Rhodia qui était fondateur, et Suez qui s'est décomposé en GDF Suez pour la partie énergie et Suez Environnement. Ça c'est l'évolution des groupes en 10 ans. Vous voyez que il y en a au moins deux industriels qui ont changé complètement de stratégie et d'alliance. Et puis deux organismes de recherche, CNRS et l'IFP Énergie Nouvelle, présents dans la vallée de la chimie. Nous sommes soutenus par les pouvoirs publics, aussi bien sur le plan de l'animation de ces pôles que sur le plan de financement des projets de recherche et développement, puisque la vocation d'un pôle de compétitivité, c'est quoi? C'est de faire de l'innovation collaborative. Nous sommes les champions de l'innovation collaborative entre le monde de la recherche et le monde industriel. Quelques chiffres, 300 adhérents, 3/4 d'industriels, enfin d'entreprises plus généralement, 200 projets, 700 millions d'euros de projets de R&D financés, exclusivement en R&D, hein, je le stipule bien. Des plateformes technologiques qui ont été développées aux interfaces, et on y reviendra tout à l'heure, sur des procédés, sur des matériaux, sur
le bâtiment durable, sur l'écotoxicologie, voilà. Et un institut de la transition énergétique, c'est important puisque, on y reviendra largement, c'est l'IDIL, qui est un institut de la transition énergétique sur l'usine du futur. Nos axes stratégiques, en fait, c'est le cycle industriel. On voit à gauche en vert, matières premières renouvelables. Nous travaillons énormément sur le sourcing, le biosourcing de l'industrie chimique. Mais dans ce pavé-là, il y a également le CO2, on y reviendra tout à l'heure, comme matière première. Ensuite, il y a l'usine éco-efficiente, c'est le cœur de l'usine, comment on optimise en matière d'énergie, en matière de matière première, cette usine. Ensuite, on a à droite les matériaux et produits pour les filières aval. Là, on a ciblé quelques marchés, dont chimie et environnement, bien entendu, mais aussi bâtiments durables, énergie renouvelable. Et j'oublie le troisième sur le moment, il m'en manque toujours un. Ça va me revenir, excusez-moi. J'y reviendrai. Le quatrième pavé, c'est quatrième axe stratégique, c'est recyclage et recyclabilité. Recyclabilité voulant dire que avant de concevoir un produit, on regarde comment il va être recyclé dans le futur et s'il va pouvoir être recyclé, avec toutes les analyses de cycle de vie et autres. Et puis, au final, pour revenir en boucle, c'est la préservation et la restauration des espaces naturels et urbains. Alors, dans nos enjeux, les enjeux énergétiques ne sont pas apparus immédiatement, puisqu'en fait, au départ, on était très chimie-environnement. Et l'énergie était un marché d'application, mais on a commencé très rapidement à se rendre compte de plusieurs choses. Premièrement, la compétitivité de la filière chimie notamment était une compétitivité très impactée par le coût de l'énergie, puisque on est dans une industrie fortement intensive en énergie. Donc toute cette notion d'efficacité énergétique des procédés s'est imposée à nous, tant sur le plan de la quantité que sur le plan des prix. Et puis, on avait effectivement, quand on a pensé à l'Institut de la transition énergétique IDIL, dont je parlais tout à l'heure, on s'est retrouvé effectivement avec une usine du futur, et comment éliminer l'énergie de cette usine du futur, donc comment s'en passer, c'était quasiment impossible. Donc on s'est retrouvé confronté à cette notion d'efficacité énergétique en permanence. Deuxième axe qui nous a fait prendre en jeu les enjeux énergétiques, c'est la biomasse et les énergies renouvelables. On a parlé de biosourcing de la chimie. Quand on fait du biosourcing sur la chimie, on peut très bien s'occuper de biosourcing en matière d'énergie. Et vous le verrez tout à l'heure, il y a un projet qui s'appelle Gaia, qu'on mettra en parallèle avec Biotifuel, que je vous expliquerai tout à l'heure. Voilà, donc en gros, ces enjeux énergétiques, vous les avez vus dans notre logo, vous ne le voyez pas tout à fait, mais c'est chimie, environnement et enjeux énergétiques tout en bas à gauche. Et donc c'est un des axes stratégiques qui est venu se greffer de manière très forte il y a à peu près 3 ans maintenant, quand on a redéfini notre feuille de route. Alors justement, là nous avons un premier projet qui développe l'aspect, on va dire, efficacité énergétique. Qui concerne, on en parlait tout à l'heure, des chaleurs fatales, des énergies fatales, des déchets fatals, tôt. Fatal. Pouvez-nous présenter le travail que vous faites justement sur la valorisation des énergies dites fatales? Alors effectivement, là on a la chance d'avoir maintenant une dizaine d'années derrière nous, donc on voit toute la capacité d'un pôle de compétitivité à repartir de projets à TRL faible, c'est-à-dire à maturité faible en matière de venue sur le marché. Donc on voit dans la colonne de gauche les projets ANR. ANR, c'est l'Agence nationale pour la recherche, donc c'est surtout le monde académique qui travaille dans ce domaine-là et qui prépare le futur et les projets de type FUI ou PSPC que vous voyez dans les colonnes du milieu et de droite. Donc voilà, plusieurs sujets, plusieurs projets ANR qui ont été lancés.
Ensuite, un FUI qui a été lancé sur la récupération à base de pompes à chaleur haute température, qui a été développé pendant 4 ans, et qui est un projet quand même qui fait 6 millions d'euros de mémoire, c'est cela. Et donc qui a inventé des nouvelles packs, des nouveaux fluides frigorigènes pour travailler à des températures de sortie de 80 à 140 degrés, ce qui est aujourd'hui pas le cas sur le marché. Et de ce FUI Alter Eco, on a embrayé sur un projet PSPC, alors ça veut dire projet structurant de pôle de compétitivité, qui s'appelle Valentin, qui lui comprend 13 partenaires, 16 millions d'euros et qui va durer 5 ans, qui a pour ambition de créer une filière industrielle pour mettre sur le marché des machines, soit pompe à chaleur électrique, soit pompe à chaleur gaz d'ailleurs, pour récupérer ces énergies fatales et inventer la filière qui va développer l'ensemble des technologies et permettre cette récupération. Et puis si vous voyez en transversal tout en bas, il y a un projet qui s'appelle Valchim, Grand Lyon. Parallèlement, le Grand Lyon s'est intéressé à ce qui se passait dans la vallée de la chimie et a essayé d'évaluer le potentiel d'énergie fatale dans cette vallée de la chimie à tous les niveaux de température. Et en fait, on a découvert, alors les chiffres, je ne vais pas vous les citer, vous ne les retiendrez pas, mais on a découvert quand même qu'il y avait dans cette vallée de la chimie dissipé à peu près 2 fois l'énergie qui était consommée, distribuée par le chauffage urbain de la ville, de l'ensemble de l'agglomération lyonnaise. De l'ensemble des chauffages urbains de la région lyonnaise, les énergies fatales représentent 2 fois cette capacité. Alors toutes ces énergies ne sont pas exploitables, mais la moitié le sont. Ça voudrait dire que, en théorie, en récupérant l'énergie fatale de la vallée de la chimie, on chauffe pas tous les habitants ou tous les tertiaires de la ville de Lyon ou de l'agglomération, mais tous ceux qui sont alimentés par un chauffage urbain aujourd'hui. On peut estimer à 30% la capacité des réseaux de chaleur de la ville de Lyon. Donc c'est énorme comme potentiel. Donc le Grand Lyon a embrayé sur une deuxième partie qui est une partie cette fois-ci faisabilité avec les industriels pour voir à quelles conditions ils seraient revendeurs de cette énergie, quelles sont les évolutions, une fois que ces technologies vont être développées dans Valentin, comment on va pouvoir l'appliquer à un exemple précis de la vallée de la chimie. Tout à fait. Par extension, on est en train d'étudier sur Grenoble 2 réseaux de chauffage urbain, Pont-de-Clé, enfin 2 réseaux industriels, Pont-de-Clé et Jarry, qui sont dans les mêmes conditions. Après, il faut voir comment on récupère cette énergie et vers où on la transfère. Je vais accélérer, monsieur Alléné. Projet suivant, je fais une analogie totale avec le sujet de la glycérine. Hier considéré comme un déchet, aujourd'hui un vrai potentiel de développement, valeur ajoutée, le CO2. Absolument. D'abord, le CO2, c'est une énergie, c'est un produit fatal naturel. Hein. La photosynthèse, ça produit, c'est produit à partir de CO2, donc c'est naturel, mais il y a aussi le surplus qu'amène l'industriel par rapport à ce produit naturel. Donc, ce qu'on essaye de faire, on n'est pas du tout sur le stockage du CO2, on est sur la capture et la valorisation du CO2. Et donc la même chose, on est parti sur des produits au départ, sur des projets de type ANR. On a évolué vers des produits FUI, dont Acacia et Val CO2, qui visent effectivement à valoriser ce CO2 pour le réinjecter et lui donner de la valeur. C'est assez compliqué dans le sens où le CO2 est quand même... La molécule de CO2 est une molécule très stable et que pour la décomposer, il faut employer de l'énergie, c'est assez énergivore. Mais on essaie de coupler ça avec notamment toute la partie énergie renouvelable et la variabilité des énergies renouvelables pour casser cette molécule. Et au-delà de ces 2 projets FUI, on est sur un projet européen qui s'appelle SCOT, où on est en train de fabriquer avec plusieurs clusters européens la feuille de route stratégique de la capture et la valorisation du CO2 au niveau de l'Europe. Donc c'est un projet qu'on est en train de copiloter avec d'autres clusters en Europe. Très bien.
Autre projet, vous l'avez cité en introduction, extrêmement intéressant, que vous réalisez dans le cadre de GDF Suez, c'est le projet Gaïa. Alors Gaïa, c'est le pendant de Beauty Fuel sur le biogaz. En fait, il y a eu 2 projets qui ont été labellisés par l'ADEME en biocarburant de 2e génération. Alors, petite précision sur première, 2e génération, dans mon esprit, première génération, malheureusement, c'était en compétition avec la nutrition, c'est-à-dire utilisation des terres arables pour produire de la biomasse exploitable sous forme de biocarburant. La 2e génération évite cet écueil et donc repart de biomasse qui n'est pas en compétition avec l'alimentation et donc qui fabrique éventuellement des carburants de 2e génération. Donc Gaïa, c'est centré sur biométhane, la case du milieu. Donc on part de plaquettes forestières. On a la chance d'avoir une forêt importante en Rhône-Alpes. Il y a l'industrie du papier qui est très présente aussi. Donc voilà. Et donc cette biomasse lignocellulosique, on essaye de la transformer en gaz de synthèse dans un premier temps, et puis on la purifie et on la casse, pour faire du biométhane pur qu'on va réinjecter éventuellement dans le réseau. Ça, c'est le projet Gaïa. Et donc l'enjeu, c'est de fabriquer. Alors il y a quand même 50 millions d'euros sur ce projet. Il y a une douzaine de partenaires, dont des académiques bien sûr. Et en fait, l'enjeu, c'est de créer la filière du biométhane de demain en France, réinjectable dans le réseau, et avec un objectif en 2030 d'avoir 30% de biométhane dans les réseaux de GRDF. Donc vous voyez que c'est un projet extrêmement ambitieux et sans doute très créateur d'emplois. On y reviendra tout à l'heure. Et c'est pas Jean-Claude qui me contredira, puisque c'est un des éléments du plan industriel qu'on a essayé de prendre en compte dans les énergies renouvelables. Très bien. Dernier sujet, Monsieur Alléné, c'est un projet qui, quelque part, va faire la synthèse de l'ensemble des présentations faites depuis ce matin. C'est le projet que vous avez appelé IDIL et qui fait, quelque part, justement, le lien entre l'usine du futur et la transition énergétique. Alors oui, IDIL, c'est un institut de la transition énergétique, comme on l'a dit, dédié à l'usine du futur. Je précise que c'est l'usine du futur de procédés. Parce que, bon, il y a toute l'usine d'assemblage mécanique, mécatronique et autres avec des robots. Notre usine du futur à nous, elle est en procédé. Et donc, c'est l'industrie chimique, c'est l'industrie papetière, c'est l'industrie métallurgique, enfin, c'est ces industries à transformation. Et donc cet institut, c'est en gros une quarantaine de millions d'euros qui ont été co-investis par l'État et les partenaires. Les partenaires, c'est à peu près ce que vous aviez dans Accéléra. 40 millions d'euros qui sont dédiés à un institut de la transition énergétique. On est bien dans le domaine de la R&D, donc on est plutôt sur de la recherche que vraiment du développement industriel. Mais derrière, on a tous les outils pour aller vers le développement industriel. Donc vous voyez cette usine du futur qui est au milieu. Là, on voit des intrants comme les matières premières, l'énergie, des sortants comme les produits et puis les déchets. Bien sûr, ces déchets étant potentiellement des matières premières à exploiter et à revaloriser ou à valoriser. Et puis il y a tout ce qui sort par le haut, c'est-à-dire le CO2, les émissions de gaz. Et les RBT, c'est les rejets basse température, notamment sur l'eau que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, donc on étudie tout ce cycle-là de l'usine du futur avec 3 compétences socles clés qui sont en bas. Tout ce qui est simulation numérique, analyse industrielle et analyse du cycle de vie avec tout l'aspect environnemental. Et puis sur des thématiques que vous voyez dispatchées avec les bioénergies, qui s'appuient notamment sur le démonstrateur de Gaïa, que j'évoquais à l'instant. La chimie biosourcée, qui est une des thématiques très fortes pour Accéléra et pour IDIL. Les biomatériaux, l'efficacité énergétique, le captage et la valorisation du CO2, et tout ce qui est recyclage. Donc vous voyez 7 programmes filières avec 3 axes: réduire, substituer, recycler. Voilà. Et cet institut de la transition énergétique est vraiment complètement dédié
à l'aspect énergie qu'on a évoqué tout au long de cette journée. Tout à fait. Merci, Monsieur Bruno Alléné. Nous allons passer aux questions SMS rapidement, parce que nous sommes encore un peu en retard. Alors, quelques questions. Est-ce que le passage de l'usine 4.0 dans le secteur de la chimie va avoir des impacts forts sur les emplois d'opérateurs en production? Est-ce que quelqu'un se sent en capacité de répondre à la question? On peut dire grosso modo que l'industrie chimique, par sa modernisation, détruit à peu près 1% d'emplois tous les ans, au niveau national. Globalement, la région Rhône-Alpes progresse en matière d'emploi. J'ai que les statistiques régionales, mais progresse en matière d'emploi. Ça veut dire qu'on crée plus d'emplois en inventant la chimie de demain qu'on en détruit par la simple automatisation ou robotisation de l'industrie chimique. Mais comme je le disais tout à l'heure, on est quand même moins sujet à robotisation que d'autres parce qu'on est quand même dans l'industrie de procédés. Merci. Madame Guizouarne, j'ai 2 questions pour vous, parce qu'a priori, j'ai des personnes qui s'interrogent sur le biodiesel. M'en doutais. Est-ce que pour nous permettre de remplacer le diesel par du biodiesel ou de monter encore en pourcentage, il faudra remplacer l'ensemble des terres cultivables françaises par des cultures qui ne fourniront que le biodiesel? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque majeur pour les productions de maïs et de colza, alors là, ce sont des spécialistes, sur la consommation d'eau? Alors, au niveau français, la surface agricole utile, qui est justement utilisée pour produire à la fois du biodiesel et du bioéthanol, c'est moins de 2%. La production de biodiesel et de bioéthanol de première génération n'a pas vocation à croître, en fait. On est arrivé sur le biodiesel à 7% essentiellement issu de colza et au-delà issu d'huile usagée et de graisse animale. Il est hors de question d'envisager de remplacer le gazole par du biodiesel. Ce qu'on a toujours dit, c'est qu'il y a le potentiel en France pour aller à 10% en mettant le colza, le tournesol, les huiles usagées, les graisses animales. C'est-à-dire, c'est pas forcément en augmentant déjà les surfaces, parce qu'il y a des optimisations en termes de rendement agricole qui sont très importantes. Et globalement, la part d'énergie renouvelable, la part du biodiesel dans le gazole, elle peut augmenter, mais ce qui ne veut pas dire que la production de biodiesel va augmenter. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va consommer de moins en moins dans nos véhicules. On a quand même une loi de transition énergétique qui dit qu'on doit réduire la consommation de fossiles. Donc la part du renouvelable va augmenter, mais ce qui ne veut pas dire que la production sur ces technologies-là de biodiesel, bioéthanol va augmenter. Alors ensuite, sur la question qu'on n'a pas eue, mais qui peut alimentaire, non alimentaire, aujourd'hui, sur le colza, on n'a pas de problème de disponibilité pour l'alimentaire. Sinon, dans la mesure où le sieur nous appartient, on serait les premiers ravis à vous vendre plus d'huile de colza. Pour l'alimentaire, simplement que c'est un marché qui stagne, voire qui décroît, l'huile alimentaire en France et en Europe. Alors sur la question de l'eau, alors moi déjà je suis sur la filière du biodiesel, donc on n'irrigue pas. Le colza n'est pas une culture irriguée. Donc évidemment, c'est plus des questions sur la pollution de l'eau qui peuvent se poser, qui se posent d'ailleurs. Comment réduire l'impact de certains intrants, de produits phytosanitaires sur le colza? Il y a des travaux avec l'Institut technique, les mesurer, adapter les pratiques pour qu'elles aient le moins d'impact, en particulier dans certains bassins qui peuvent être sensibles. Mais sur le volume d'eau utilisé, il n'y a pas de difficulté par rapport à la culture de colza. La culture de colza, c'est en rotation. En fait, en général, c'est colza blé orge. C'est un excellent, on appelle ça un précédent culturel par rapport à d'autres cultures. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à l'eau en termes de quantité. Très bien, je pense que vous avez dû rassurer ceux qui, dans cette salle, pouvaient être inquiets. Dernière question, et là, ça s'adresse plutôt à vous, monsieur Andréini ou monsieur Alléné. On a entendu depuis ce matin parler d'un certain nombre de pôles de compétitivité. Il y a des plans gouvernementaux, il y a un certain nombre de comités qui se mettent en place par rapport à la question de l'usine du futur, par rapport à certaines thématiques techniques. N'y a-t-il pas un risque de millefeuille? Et comment ces sujets communiquent entre eux? Le risque est réel. Hein. Vous avez 3 pôles eau, par exemple. Vous avez des pôles énergie. La seule façon de communiquer, c'est que la seule façon d'être efficace,
c'est de répartir les tâches et de communiquer. Dans le PEX, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y avait des pôles de compétitivité, ils sont rassemblés. Ils se parlent, dans le domaine de l'eau par exemple, et moi je leur ai demandé, il faut que vous soyez lisibles vis-à-vis des entreprises pour dire qui fait quoi. Alors certains sont spécialisés sur la biodiversité, d'autres sur le traitement de l'eau, d'autres sur des eaux usées, etc. Donc à terme, si les pôles arrivent à se parler, et c'est le cas pour un certain nombre d'entre eux, on arrive à les rendre spécifiques. Leurs difficultés ou leurs forces, c'est qu'ils sont régionaux, et que s'ils sont plutôt adaptés aux besoins régionaux, ils ont toutes les chances d'agir de façon très particulière et pas en concurrence. Voilà. Pas toujours, mais voilà, la réponse est quand même un peu mitigée. Je voudrais répondre sur un autre plan, c'est entre pôle de compétitivité et éventuellement d'autres organismes qui fonctionnent. Il y a un vrai enjeu, je suis président de la commission France à l'Association française des pôles de compétitivité. Il y a un vrai enjeu à ce que chacun tienne sa place dans le périmètre de l'innovation. Et il y a des structures qui sont effectivement dédiées aux plateformes industrielles, il y a des structures qui sont dédiées à la recherche et à la technologie, ou les IRT ou les ITE. Il y a les pôles de compétitivité qui sont plus spécialisés dans la recherche collaborative. Il y a les instituts Carnot qui sont plus en one-to-one entre des centres de recherche et des industriels. Donc tout cet environnement est assez complexe et il faut être dedans pour vraiment bien en comprendre les tenants et les aboutissants. Et il y a une vraie difficulté à ce que chacun tienne sa place et uniquement sa place. Il y a pas mal de choses qui sont en train de bouger, et notamment il y a une initiative qui a été prise par plusieurs ministères d'examiner, je dirais en conscience, toute ce magma d'instituts et autres, pour que effectivement chacun trouve bien sa place et occupe bien sa place. On est en discussion avec plusieurs ministères sur le sujet. Je voulais juste rajouter quelque chose. Dans le cadre du plan industriel énergie renouvelable, j'ai senti cette nécessité et j'ai demandé qu'une étude ou qu'un outil collaboratif soit mis, plus qu'une étude, un outil collaboratif soit mis en place entre l'État et la région pour que l'on sache où ça se passe. Hein, le qui fait quoi. Et alors c'est un outil pédagogique parce que la région A ne sait pas ce que fait la région B. Oui. Et quand je fais le tour des régions, par exemple, je le fais dans le cadre du comité stratégique de filière, certaines régions veulent tout faire, alors qu'elles n'ont pas forcément les atouts, le potentiel, l'historicité. Et donc il y a un outil qui pourrait être que cet outil collaboratif qui mettrait des couches, hein, la couche ressources naturelles en énergie renouvelable, la couche investissement déjà réalisé, la couche laboratoire, pôle de compétitivité, centre de recherche et la couche politique, pour que l'on fasse en sorte que les régions deviennent leaders, certaines d'entre elles, leaders sur un certain nombre de technologies ou de procédés, et que ça se sache des autres, et que ça se sache à l'extérieur de la France, pour que des investisseurs se disent, les énergies marines, ça se passe là. Les énergies photovoltaïques, ça se passe là, et que dans les régions, les unes les autres le sachent. Cette étude n'est pas encore lancée, elle ne trouve pas son financement facilement, et c'est plus qu'une étude, puisqu'elle doit être un outil collaboratif pour que les régions se l'approprient. Donc le grand problème, c'est la collaboration État-région, parce qu'il y a une compétitivité, et la collaboration région-région. Très bien, en tous les cas, merci de vos interventions respectives, c'était extrêmement clair.